Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue à cet entretien. Le débat sur la proposition de loi sur la dot en République démocratique du Congo défraie la chronique et suscite des réactions diverses dans les milieux des internautes en République démocratique du Congo et en Afrique. L'initiative du député Daniel Mbaou est très loin de faire l'unanimité. Par exemple, cette loi propose un montant de 500 $ à payer comme dot pour toute femme qui vivrait en milieu urbain et 200 $ pour les femmes vivant en milieu rural. Alors nous allons avoir dans cette émission l'auteur de cette proposition de loi, le député national Daniel Mbaou, en direct avec nous depuis Kinshasa. Honorable Daniel Mbaou, bonsoir. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. Donc je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'auteur de cette loi qui crée la controverse, la polémique en République démocratique du Congo et dans certains pays en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une substance de votre proposition de loi? Bien, merci de l'opportunité que vous m'accordez dans vos antennes pour donner la situation de la proposition de loi. C'est une proposition de loi qui repose essentiellement sur les travaux préparatoires du Code de la famille du 1er août 1987 et de la réforme de 2016, d'une part, et d'autre part, elle s'arc-boute sur les riches et abondants travaux de la Commission de réforme du droit congolais. C'est une proposition de loi un peu tentative parce qu'elle touche plusieurs segments du Code de la famille, contrairement à ce que d'aucuns affirment, parce qu'il s'accroche trop à la question de la dot. Mais la proposition de loi touche plusieurs segments du Code de la famille. Elle touche les questions liées à la personne, les questions liées à la famille, les questions liées aux fiançailles, les questions liées à la polygamie, à la succession, au régime matrimonial et aux libéralités. Mais au nombre d'innovations, cette proposition de loi est richissime parce qu'elle ouvre de nouveaux créneaux d'orientation, notamment en matière de succession. Cette proposition de loi a le mérite, si vous voulez, d'assurer l'encadrement pénal de la succession en droit positif congolais. Et à travers cette proposition, si elle venait à passer, désormais, la dépossession ou le déguerpissement des héritiers de la première catégorie et du conjoint survivant de leur maison d'habitation sera constitutif d'une prévention qui sera punie par notre code, par notre droit congolais. Et à travers cette proposition, il faut dire au-delà de cette question en matière successorale, elle a le mérite aussi de redéfinir les mécanismes de dévolution successorale. Donc, elle protège aussi les petites successions, surtout des intrusions des tiers de mauvaise foi. Comme vous savez, dans l'ancienne rédaction, il est indiqué que les petites successions doivent absolument revenir aux héritiers de la première catégorie. Mais dans la pratique, on note des abus récurrents, des oncles, tantes qui viennent s'incruster dans des successions qui sont minimes, petites, et finalement, ce sont des héritiers de la première catégorie qui sont tournés en dedans de la farce. Plusieurs d'entre eux, je suis homme d'église, je dis ce que je maîtrise, plusieurs d'entre eux finissent leur trajectoire vitale à la belle étoile, et parfois dans le parvis des églises, parce que la seule habitation a été irrégulièrement dépossédée. Au-delà de ça, si vous voulez, il y a aussi une question très fondamentale, c'est la question de la remise à surface du droit international privé. Cher Maris, pour ton information, depuis la révision, la malheureuse modification de 2016, l'article 915, qui faisait un renvoi express, n'est-ce pas, au titre relatif aux droits des étrangers avec éléments d'extranéité dans le code civil ancien, a été brocardé, abrogé par inadvertance. Et depuis 2016 à nos jours, le droit des étrangers ou le droit des personnes, n'est-ce pas, dans des transactions avec des personnes étrangères n'est pas suffisamment sécurisé en droit positif congolais. Et même les actes de dernière volonté qui sont pris dans le cadre du droit positif congolais ne sont pas suffisamment sécurisés. Donc il en fallait une proposition de loi, et cette proposition en termes de bien fondée a tout le mérite d'être portée par un député national et d'être soutenue par tout un peuple. Il y a aussi une question très fondamentale, parce que d'aucuns disent que nous avons ignoré la femme, alors que dans la proposition, nous lui avons accordé une place de choix. Vous allez répondre à toutes ces questions quand je vais vous les poser. Vous avez dit dans l'introduction que les gens regardent plus cette affaire de la dot. Évidemment, nous nous intéressons aussi à ce qui intéresse les gens. Qu'est-ce que vous apportez comme solution à la dot qui n'existait pas avant dans cette loi? Sur la question de la dot, écoutez, Marius, cette proposition de loi apporte des innovations importantes.
surtout dans la partie fixation montant de la dot. Désormais, la dot sera fixée à $500 dans les milieux urbains et à $200 dans les milieux ruraux. Et ces montants ne sont que de fourchettes. Et ces montants sont des maxima. Ça veut dire, parce que la dot a un caractère symbolique, qui veut bien doter dans un milieu rural va nager autour de $1 à $200, et qui veut bien doter dans un milieu urbain va nager de $1 à $500 américains. Parce qu'il faut qu'on fasse très très attention. En 1987, le législateur a pris le soin de définir légalement la dot, et en disant ceci, que la dot était caractérisée par des éléments essentiels. Le premier élément, c'est la liste des biens d'auto, et le deuxième élément, c'est le montant. Et dans l'écriture législative, Marius, et c'est rare, hein, je suis rapporteur de la commission PAJ, j'ai eu à corriger pas mal de textes, mais c'est dans une législation que le législateur fasse état de deux conjonctions en même temps, dont l'une est exclusive et l'autre inclusive. Donc le législateur dit la dot, la famille de l'époux, du futur époux, disons, et l'époux sont tenus de donner des biens et ou les montants. Mais c'est là finalement le nœud gordien du problème, parce que lorsqu'on parle du montant, il y a trop d'habits récurrents dans la pratique. Il y en a qui vous demandent $500 et plus, il y en a qui demandent 5 000, 10 000, 20 000. Et c'est comme si la femme avait une valeur marchande. Alors, mais vous qui proposez, justement, vous proposez les montants, est-ce que ce n'est pas la même chose? Parce que là, vous donnez de la valeur. Donc, si vous reprochez qu'ils considèrent la femme comme une valeur marchande, vous faites la même chose, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Parce que là, finalement, la femme devient comme un fonds de commerce dans la première hypothèse, hein, l'hypothèse que je rénacle. Et c'est comme si la femme entrait tout de suite dans les négoces, dans le commerce, et qu'elle participait dans un marché boursier des dots. Voyez-vous? Donc, un domaine concurrentiel, parce que Niclette a été épousée à 2 000, que Nadine doit l'être à 3 000, et ainsi de suite. Et les parents en tirent du gain. Et entre-temps, beaucoup de jeunes sont en difficulté de doter, alors qu'ils ont largement dépassé l'âge nubile. Et nous proposons, comme ailleurs, on le fait délégué Ferenda, comme ailleurs, dans certains pays, ce n'est pas une spécificité congolaise aujourd'hui, nous proposons en fixant un maximum. Parce qu'ici, la dot a un caractère symbolique. Alors, on ne vend pas la femme de la dot. D'accord. La dot est une... Monsieur le député, mais en fixant ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, pensent que vous faites une discrimination entre la femme qui habite en ville et celle qui habite au village. Le deuxième problème, c'est que ça ne veut pas simplement dire que parce que quelqu'un habite en ville, qu'il a plus de moyens que celui qui habite en milieu rural. Que leur répondriez-vous? Très bien, Marius, une très belle question. Il n'y a pas de discrimination. En fait, les articles 13 et suite de la Constitution ne sont pas paralysés ici. Le principe de l'égalité de tous, parce que beaucoup en évoquent donc, veut en tout cas que les personnes qui en bénéficient soient placées dans les mêmes circonstances concrètes et objectives. On ne peut pas appliquer le principe de l'égalité de tous comme vous le prétendez, qui est l'antipode de la discrimination, n'est-ce pas? Dans un contexte où les personnes ne bénéficient pas des mêmes conditions. Vous savez, dans ces pays, il y a une loi qui porte sur les personnes, la protection des personnes vivant avec handicap. Ce sont les personnes qui vivent avec nous. Mais il y a une insiste qui prévoit la possibilité pour une personne vivant avec handicap de prendre le double de temps, d'utiliser le double de temps qu'une personne qui n'a pas l'handicap. Ici, je parle d'handicap verbal. Voyez-vous, discrimination est positive. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on donne la possibilité à celui qui a l'handicap de parler plus, qu'il en défavorise celui qui n'en a pas. Non, pas du tout. Mais dans le cas d'espèce, comment vous expliquez votre différence? J'arrive. Il y a aussi une question qu'on peut retrouver dans notre arsenal juridique. Ici, je cite la loi numéro 69/006 du 10 février 1969 sur l'impôt réel. Cette loi ne vise pas forcément les individus, comme ici, le montant ne vise pas l'individu. Le montant vise la dot. Cette loi frappe les immeubles de premier rang
différemment des immeubles de seconde. Mais là, vous parlez bien des biens, ce ne sont pas des personnes humaines quand vous parlez d'immeubles. Paye l'impôt, non, Marius? Mais ce sont des immeubles. Ici, on parle de la dot, un montant symbolique à remettre aux parents de la femme qui va se marier. Le schéma de raisonnement. Allez-y. Lorsqu'on dit monsieur Marius a un immeuble qui est situé à Gombe, construit de la même manière que l'immeuble de monsieur Mbao qui se retrouve dans la commune de Njili, et que lorsque l'administration fiscale vient percevoir nos paies, c'est nous qui sommes en réalité, c'est nous qui sommes des assujettis. Mais l'impôt se paye en fonction du critère territorial. Le critère qui est visé ici, c'est le critère territorial. Ce n'est pas la personne de la femme. Ça veut dire même M. Marius qui vit aux États-Unis, s'il décide de venir épouser une fille qui habite un milieu urbain, dans un milieu rural, parce que le mariage est célébré sur un espace rural, et l'officier de l'état civil qui en célèbre, c'est un officier de l'état civil du milieu rural, vous êtes fixé à ces taux-là, de $200. Ici, on ne vise pas la personne. Parce qu'il y a des femmes qui vivent des milieux champêtres, qui sont plus valeureuses que des femmes qui vivent dans des milieux urbains. J'en connais une qui est princesse et ministre même de la République. Si vous voulez l'épouser ici à Kinshasa, vous vous soumettez au régime des 500 dollars. Alors, j'ai compris, j'ai compris, monsieur le député. Qu'est-ce qui motive cette différence? Pourquoi pensez-vous qu'on doit payer moins de $200, enfin, tout au plus $200 en milieu rural et tout au plus $500 en milieu urbain? Où est-ce que vous trouvez l'explication à cela? On ne peut pas considérer que tous les milieux ici au Congo, en République démocratique du Congo, vivent la monnaie de la même manière. La monnaie ne circule pas à Kinshasa de la même manière qu'elle circule en Gadajika, dans les fins fonds. Donc ici, c'est le critère économique qui est basé sur un élément de spatialité, la terre. Ce n'est pas la personne qui est visée parce qu'il s'agit de la dot qui est une symbolique. On ne vise pas la femme. Elle peut être richissime, mais lorsqu'elle accepte, pour des raisons qui sont siennes, que son mariage soit célébré dans un milieu rural, elle est soumise à ce régime juridique parce que sa seule présence ne peut pas paralyser toutes les femmes du même milieu ou tous les hommes économiquement faibles du même milieu. C'est ça l'idée. Mais alors, si vous donnez cet exemple, je prends vos mots, prenons un homme qui habite en Ngandajika. Un homme qui habite en Ngandajika n'est pas forcément démuni financièrement que celui qui habite n'importe où à Kinshasa. Il y a des gens, par exemple à Kinshasa, qui n'ont pas autant de moyens, peut-être que certains qui habitent en Ngandajika, n'est-ce pas? Mais maintenant, tu sais que le mariage, c'est aussi une question d'émotion de cœur. C'est aussi une question sentimentale. Oui, mais sentimentale, je suis d'accord avec vous, mais quand vous avez les sentiments et que vous habitez à Kinshasa, vous n'avez pas $500 et que celui qui habite au village, il a les sentiments, mais il a aussi les moyens, vous voyez que c'est pas compatible. Maintenant, vous m'amenez dans un raisonnement inductif, alors que moi, je suis dans la déduction. Alors, il faut toujours partir des cas généraux, inférer des conclusions, sinon on se perd en conjecture. Non, moi, je suis pas dans un débat de juriste, hein. Je suis juste en train de vous poser des questions. Donc, voilà. Je suis en train d'expliquer l'effet des spatialités, les critères territoriaux, et qui est assaisonné par un argument économique. Ici, on ne tient pas compte des individus, pris ou Tsinguli. Monsieur tel qui aurait plus de moyens que monsieur X qui habiterait un milieu urbain ou un milieu rural. Pas du tout. Donc la loi a une portée générale, impersonnelle et transcendantale. Et les critères qui tient ici, c'est un critère de territorialité qui se fixe en fonction de l'officier d'État civil. Mais quelles sont, monsieur le député, vos motivations pour établir ces deux différences? C'est là que je pense le problème se pose. Pourquoi là c'est moins, ici c'est plus? Monsieur Marius, je dois vous avouer que la monnaie ne circule pas de la même manière dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux, sauf quelques cas exceptionnels. Et nous n'allons pas légiférer pour des cas exceptionnels.
Ce que nous proposons en réalité, c'est une facilité légale. Nous offrons la possibilité aux jeunes qui ont atteint l'âge nubile de pouvoir convoler en juste noces. Ce n'est pas une compétition des milliers. Et d'ailleurs, pour répondre aux préoccupations qu'expriment d'aucuns, surtout dans les réseaux sociaux, nous avons prévu une clause des conventions numéraires. Ce qui revient à dire, parce que le mariage, c'est une question d'émotion personnelle, des sentiments personnels. Celui qui a plus d'argent, qui estime qu'il veut bien honorer sa femme, il peut aller au-delà de ces montants. Mais ce que nous proscrivons, c'est l'imposition unilatérale d'un montant qui va au-delà de la fourchette, sans l'accord préalable des futurs époux. Voilà la question fondamentale. Et il y a des petites questions qui sont posées à côté, autour de l'encadrement juridique de la liste. Parce qu'on sait que, généralement, les Congolais ont tendance à vers les velléités lorsqu'ils apprennent que la question qui a servi de fonds de commerce a été réglementée. Je veux dire ici qu'on sait qu'il y a des parents véreux qui peuvent multiplier ou surfacturer des biens qui relèvent de la coutume pour en tirer un dividende, excusez-moi, sordide. Nous avons pensé assurer l'encadrement en soumettant la liste de la dot à l'estampille préalable de l'officier d'état civil qui sera accompagné des experts. Donc, les biens qui doivent être demandés dans le cadre d'une cérémonie nuptiale, ce sont des biens qui sont reconnus exclusivement par la coutume. Ce ne sont pas des biens qui résultent de la culture évoluée des cités urbaines. C'est cela un peu la grande nuance. Mais en même temps, nous proscrivons en sanctionnant de manière draconienne quiconque qui va au-delà de la fourchette sans qu'il y ait préalablement la convention numéraire. C'est-à-dire, là où la loi dit que c'est 500 ou c'est 200, mais vous surfacturez de manière unilatérale parce que l'homme est tombé amoureux de votre fille, vous en tenez à sa position de faiblesse pour lui demander 2000, 3000. Si l'officier de l'état civil s'en saisit, il peut vous poursuivre sur la plus-value. D'accord. C'est-à-dire que le montant ne peut pas dépasser la quotité de la plus-value. D'accord. Voilà un peu lorsque nous insérons, étant que nous sommes convaincus que le mariage, c'est d'abord une affaire des familles. Mais ici, il faut regarder plus l'élément axiologique que l'élément légal. C'est-à-dire quelles sont les valeurs qui sont protégées. Ici, nous poursuivons la protection des valeurs qui sont intrinsèquement attachées à notre cosmogonie. Entre autres, la stabilité du ménage, entre autres, la promotion des mariages. Parce que ici même, en mon bureau, je vous surprendrai, j'ai reçu une ONG qui a vocation à assurer la protection des femmes, qui m'a livré ses statistiques accablantes de 2017 sur la ville de Kinshasa. Cette ONG a indiqué que sur l'ensemble des 12 millions d'habitants, parce qu'eux, ils ont circulé plusieurs ménages de Kinshasa, ici à Kinshasa, il y a plus de 537 000 ménages qui vivent en union libre. Et la motivation du blocage, c'est l'excessivité de la dot. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme au Cameroun? Et ils ont utilisé un argument de l'Egefakere. Ils ont fait une proposition d'insertion. Dans leur code, dans l'article 357, ils ont décidé de punir toute excessivité. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme au Gabon présentement, où le débat est relancé? Le Sénat gabonais est en train de discuter sur le plafond. Parce que tous, nous avons des problèmes communs liés au foisonnement culturel et à la disparité de nos coutumes. Est-ce qu'au Gabon, la question se pose, est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'on puisse s'engager dans une dynamique de standardisation? Pendant qu'on y est, en Afrique du Sud, parce que le débat fait écho au Congo, l'Afrique du Sud vient de relancer ces débats. Et au Burkina Faso, le débat est au cœur même des enjeux publics. Mais comme vous le dites, on peut bien voir que c'est un débat qui fait polémique, qui fait parler. Mais beaucoup également se posent des questions, monsieur le député. Est-ce que vous avez été vous-même victime de cette surfacturation, raison pour laquelle, maintenant que vous êtes député, vous avez pris l'initiative de mettre fin à cela? Est-ce que
c'est connecté à une histoire personnelle ou c'est juste vous, en tant que député, faites votre travail par rapport à ce que vous observez dans la société? Non, mais en principe, un député ne peut pas légiférer pour soi-même. Il légifère pour autrui. Et quand il légifère, il tient compte des réalités sociétales. Vous avez été, vous, Avec victime de la surfacturation? Marius, je vis les Congo profonds, moi. Je vois ce qui se passe ici à Kinshasa et puis je reçois des doléances multiples des jeunes qui m'écrivent dans tous les sens et qui m'en parlent lorsque j'organise des conférences et des colloques. C'est un véritable sujet sociétal qui nous hante. Je vais dire vrai, Marius, cette question m'a été posée avant même que je ne sois député national. Et elle a été reposée alors que j'avais les statuts et la qualité de député national. J'ai toujours dit, moi, j'ai un double statut, j'ai un double mandat. Un mandat que je tiens des jeunes qui m'ont posé ces problèmes et un mandat que je tiens de l'Église. Parce qu'en nom d'Église, nous devons préserver et consolider les acquis. C'est justement ce que je suis en train de faire dans le cadre de cette proposition. Je réglemente les mariages, je sécurise et assainis les fiançailles, et j'organise la succession. C'est une contribution substantielle à l'avancement de la société. Alors, qu'est-ce que... Ici au Congo, à des textes superstructurels, ça veut dire des textes qui touchent à la machine institutionnelle de l'État, des textes politiques qui divisent. Mais il faut qu'il y ait au moins une génération qui apporte un hiatus, un changement. Qu'est-ce que vous répondriez à ce... Qu'est-ce que vous répondez sous des questions Allez-y. totales, sous des questions. Je voulais dire qu'il faut que nous créions un hiatus en nous donnant l'opportunité de discuter sur des questions de fond, des questions de société, des questions liées à la dot, des questions liées au code du travail, des questions liées à la sous-traitance, des questions liées à la retraite, notre vie. Et cette proposition de loi s'inscrit dans la dynamique des propositions de loi qui doivent apporter des solutions sur des questions sociétales, parce que le chef de l'État le veut bien sûr, et le slogan du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Et étant de l'union sacrée, nous avons l'obligation d'implémenter la politique publique du chef d'État à travers des lois sociales. Alors, il n'y a pas que la dot, il y a également les fiançailles que vous essayez également de réguler. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le député, ce que vous proposez, vous, ce que vous amenez en termes de fiançailles qui doit être légiféré, qui doit être géré par l'État en République démocratique du Congo? Et donc, nous régulons la question des fiançailles tout en nous abstenant de nous immiscer dans la sphère interdite des libertés fondamentales des citoyens, que d'aucuns appellent des libertés autonomiques. Nous n'entrons pas dans le monde des sentiments. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons ici, c'est l'encadrement juridique et juridictionnel des fiançailles. C'est-à-dire? Les fiançailles ne peuvent être d'une année en droit positif congolais sous réserve d'un renouvellement et pour la même période. En cas de rupture de fiançailles, celui qui se prétend offensé par le fait de rupture doit suffisamment motiver les motifs de la rupture devant un juge compétent qui statue. Et alors qu'il est en train de statuer, il statue d'office même sur des questions connexes. Entre autres, la question de la protection comme mesure conservatoire de la femme, parce que c'est la partie la plus faible dans ces... Les juges doivent s'assurer pendant la rupture que la fille n'a pas été grosse. Parce que avant toute décision de rupture, il faut que la fille se soumette à un test préalable de grossesse. Au cas où il s'avère que la femme est grosse, la décision à rendre, ce n'est pas une décision d'imposition ou une décision de célébration imposée. Non, pas du tout. C'est justement pour donner la possibilité à la femme de se résocialiser. Et donc, le juge qui rendra sa décision, il ne rendra que sur la base des allocations à allouer à cette femme-là pendant la période de la grossesse. Voyez-vous? Je vois. Une grande innovation à Kinshasa et même partout ailleurs. Marius, toi, tu as été animateur d'une grande émission qui a fait buzz ici à Kinshasa. J'ai dit, Marius, tu en as eu de tous les échos, des fiançailles qui ont duré 15 ans, 20 ans,
Et finalement, l'homme qui décide de manière unilatérale et abrupte de rompre en disant d'une angélique simplicité à la femme que tu ne m'as pas convaincu. Et entre-temps, la fille aura Alors, perdu tout. alors donc, c'est pour ça que vous proposez que les fiançailles ne peuvent pas dépasser une année. Donc, comme ça. Comment ça va se faire? Non, mais ça se fait parce qu'aujourd'hui, les fiançailles deviennent une formalité solennelle. Mais comment ça va se faire? Ça veut dire que le jour que vous devenez... Excusez-moi, non, ça veut dire que le jour que vous devenez vous fiancez, vous allez vous présenter quelque part, on vous donne une sorte de certificat des fiançailles et vous restez... Comment ça se calcule les une année? Vos relations. Regarde, Marius, tenez, toutes relations désormais ne sont pas des fiançailles. Les fiançailles avaient une définition simple dans l'ancienne rédaction. Une simple promesse de mariage qui n'oblige pas les fiancés à contracter mariage. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, nous en donnons une nouvelle définition. Les fiançailles, c'est une promesse solennelle, une étape décisive qui précède des mariages et qui constitue un élément d'enclenchement du processus de célébration du mariage. Donc, on peut aller dans un concubinage, il n'y a pas de souci. Les législateurs n'y entrent pas. C'est un domaine des sentiments. On peut aller dans le copinage. Ok, les législateurs n'y accèdent pas. C'est une sphère interdite. C'est une sphère très émotionnelle. Mais la question des fiançailles, parce qu'elle implique la réunion de deux familles, elle doit être désormais réglementée. Parce que je connais des cas à Kinshasa, des cas des gens qui ont dû fiancer 7 fois, 8 fois. Et dans 7 ou 8 familles. Vous vous rendez compte? Il suffit simplement d'apprendre que telle fille est vierge et qu'elle est soumise à un régime de vie très rigide. Pour la connaître, il va falloir passer par la voie des fiançailles, donner l'impression qu'on venait solennaliser les relations, alors qu'on a l'intention ou l'objectif de bénéficier simplement des faveurs. Alors, il doit avoir un papier pour les fiançailles? Non, mais justement, c'est devenu un acte d'état civil. Ok. Donc, je comprends. Je comprends. Est-ce que quelqu'un, selon votre proposition, monsieur le député, est-ce qu'une personne peut avoir plusieurs fiancés, par exemple? Non, c'est proscrit. Et il y a même des sanctions contre ceux-là qui vont s'en évertuer. Oh. Et la peine va aller de servitude pénale. Pardon, vous les dites-le encore? On peut avoir 2, 3 concubines, 5, 6 copines. On est libre. Comme au Gabon, le concubinage est reconnu. Mais au Congo, le concubinage n'est pas non plus reconnu. Vous êtes libre d'y aller en concubinage. Mais lorsque vous décidez formellement de vous fiancer, parce qu'aujourd'hui au Congo, de plus en plus, même les églises s'y intéressent. Il y a des églises qui ont même des règles, des fonds internes qui rejettent la question de la procédure de fiançailles. Parce qu'il y a les ministres des cultes qui s'y mêlent aujourd'hui. Il y a des membres des familles qui s'y mêlent. Alors, papa, un minimum de respect. Et ceci participe au renforcement de la protection de la femme. Alors, et même, si vous voulez bien, l'homme, parce qu'il y a des hommes qui ont été aussi victimes des farces de beaucoup de filles. Et cette question, je veux dire qu'elle date d'il y a longtemps, la question du juge des fiançailles, la question des aventures des fiançailles. Vous vous souvenez, vous vous souviendrez que le législateur de 87 avait prévu une incise sur la base de laquelle les cadeaux de fiançailles pouvaient être restitués s'il était établi que ces cadeaux étaient déterminants pour la conclusion du mariage. Vous donnez par exemple une Jeep à une fille, à une dame, à une demoiselle, avec l'idée de contracter mariage, et cette demoiselle va utiliser cette Jeep pour d'autres fins, et qu'elle va vous dire après que le lien est maintenant inopérant, vous avez le droit de saisir le juge en restitution. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive si après une année on se marie pas, donc c'est bon quoi, c'est fini, on peut aller à une autre fiancée. Renouvelle. Ok, on renouvelle encore une année. Non, une seule fois. On renouvelle donc une année renouvelable une fois. Et si on atteint l'échéance, écoutez, il faut laisser la jeune demoiselle à un autre courageux, plus sérieux que soi-même. Vous vous souvenez, lors de la révision, la modification de 2016, il a été reconnu une forme de capacité totale à la femme. Donc l'autorisation maritale a été supprimée.
Mais le législateur a perdu de vue qu'il y avait une incise problématique qui était restée dans le code. L'incise qui disait que c'est l'homme qui devait fixer la résidence familiale. Mais avec cette proposition de loi, nous donnons cette fois-ci l'opportunité aussi à la femme de fixer, à la seule condition que son salaire soit 5 fois plus pondéré que celui de son mari. Je vais bien donner l'exemple. On vit à Chikapa. L'homme n'est qu'une sentinelle à Chikapa. La femme postule, elle gagne les élections. Elle doit venir à Kinshasa. Le code de la famille ne l'autorise pas. Parce que c'est l'homme qui doit décider. Est-ce qu'en pareille circonstance, ne doit-on pas donner la possibilité à la femme de s'épanouir et de ramener l'homme avec pour donner la possibilité aussi aux enfants de pouvoir tirer leur épingle des jeux? Parce que cette proposition de loi vise aussi l'intérêt supérieur des enfants. Alors, c'est curieux que dans les deux exemples que vous donnez de gagner plus d'argent ou de bien-être, ce sont les exemples des députés que vous donnez. Ça montre que les députés, ils sont... Pardon? Je connais une dame qui travaille ici à Kinshasa. Son mari n'était qu'un travailleur quelque part qui ne touchait à peine que $50. La femme a été mutée pour Goma. Et la femme travaille dans le cadre d'Amonisco. Non, c'était juste une observation. Mais alors, pas beaucoup. Certaines, qu'est-ce que vous diriez, monsieur le député, aux personnes qui pensent que cette loi est populiste? Vous l'amenez, cette proposition de loi, vous l'amenez simplement pour vous rendre populaire au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous leur répondriez? Parce que j'en ai toute une chaîne de propositions de loi sociales. Je ne sais pas, le Congolais, il est parfois dans une forme d'appétence. Il veut quelque chose son contraire. À la fois, quand vous donnez le contraire, il contredit le contraire. Et chaque jour, nous avons essuyé des critiques, nous, députés nationaux, d'être toujours appelés, invités à faire des propositions de loi qui touchent aux questions politiques. Maintenant que nous ramenons sous les rivages de la rue, pour proposer des textes qui recadrent la famille, parce que considérons-nous que la famille, c'est vraiment l'unité des bases de la société. Au-delà de l'État, l'entité des bases de la famille, c'est la machine de production des citoyens. Si les enfants naissent en dehors des foyers socialisés et officialisés, ils finissent généralement dans la rue et c'est la société tout entière qui en paye les frais. Lorsqu'on amène des propositions comme ça, c'est pour encourager la régulation. Et le droit n'a pas que la fonction des contraintes et des sanctions, mais le droit a aussi une fonction de régulation et d'harmonisation. Nous voulons harmoniser la cohabitation, forger la société, donner la possibilité aux jeunes de pouvoir s'épanouir. Parce que nous sommes de ceux-là qui estiment que c'est dans les mariages qu'on s'ennoblit, c'est dans les mariages qu'on prospère, dans les mariages qu'on se responsabilise. Il y a des jeunes célibataires qui ne sont pas en mesure de se déclarer aujourd'hui responsables ou de prendre la responsabilité comme il faut, parce qu'à côté, il n'y a pas une âme sœur. C'est une proposition de loi très fondamentale qui touche à nos vies. Il n'y a pas de populisme. Je l'ai dit avec beaucoup de sérieux. C'est ici l'occasion d'interpeller à ceux-là qui en édulcorent, qui prennent la proposition de loi qui est un texte technique, mais qui en font un texte des débats des bas étages, des débats des égouts, et qui tentent aussi de chosifier la femme. Non, je suis contre tout cela. La femme est précieuse. C'est grâce à la femme que nous existons. La femme, c'est celle que nous devons tous regarder avec beaucoup plus d'attention. Et cette proposition de loi participe au renforcement du respect de la considération de la femme, qui a été hier chosifiée, qui a été hier monnayée comme un bien total. Aujourd'hui, nous donnons la possibilité à des femmes sérieuses de pouvoir être prises par des hommes sérieux à des coûts raisonnables, parce que la dot a un caractère symbolique. Il n'y a pas de populisme. Après cette proposition de loi, nous allons toucher la question des baux et loyers et d'autres textes qui touchent à la vie des sociétés. Changeons de paradigme, changeons de débat. Pourquoi toujours débattons-nous des animateurs de la CENI? Pourquoi toujours débattons-nous des questions qui touchent à l'alternance au pouvoir? Et finalement, on devient un État électoral. On perd les essentiels, il y a des questions fondamentales de la société. Mais lorsqu'on propose des textes comme ça,
En principe, vous, journalistes, vous deviez nous encourager. Et on s'est compris la... Ce n'est pas notre travail de vous encourager. Nous vous donnons la parole, nous vous posons des questions, c'est ce que nous pouvons faire. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être venu. Est-ce que vous espérez que votre loi va être débattue à la prochaine session de l'Assemblée nationale? Tellement parce que la loi est très bien reçue, à bras le corps par tous les députés, et qui éprouvent les mêmes difficultés que nos populations, et nos populations qui sont en difficulté de convoler en juste noces au motif que la dot est excessive. Donc, il n'y a pas que cette question dotale, il y a d'autres questions essentielles qui touchent à la succession, et je pense qu'il y a plus de raisons que les législateurs puissent s'en saisir et puissent en examiner en toute urgence, parce que la question qui est posée est une question fondamentale. Monsieur le député, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous appelez monsieur Daniel Mbao. Vous êtes député national en République démocratique du Congo. Et nous vous souhaitons une bonne chance pour votre proposition de loi. On espère qu'elle sera adoptée. C'était un plaisir, un honneur de vous avoir sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie.